Entrevue avec M. Ali Theriault de Drummond Station à Drummond, Nouveau-Brunswick. M. Theriault, vous allez me conter un peu l'histoire de l'arrivée de vos ancêtres. L'histoire de mes grands-parents, c'est un peu l'histoire des gens de tous les gens qui sont venus s'établir dans la région de Drummond. Mon grand-père est né dans le Bas-Témiscouata, Saint-Paul-de-la-Croix, près de Rivière-du-Loup. Puis ma grand-mère aussi est née de ce coin-là. Mais mon grand-père, dans le coin de Rivière-du-Loup, dans le coin des terres qui n'avaient pas été retenues par les seigneuries, il ne restait pas grand-chose de bon. Il restait des terres de roches puis des montagnes. Et que c'était pas trop intéressant de continuer à s'établir là, si on voulait fonder un foyer. Et mon grand-père a décidé d'aller s'établir, d'aller voir du côté des États-Unis s'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes. C'était allé dans le coin de Salem. Il a fait un cours de barbier. Il y avait je pourrais te montrer une photo de lui. Tu verrais qu'il n'y a pas les bras d'un barbier, c'était les bras d'un cultivateur. Fait que il s'est pas plu dans ce métier-là. Je pense. S'il a fait les cheveux avec 5 personnes, c'est à peu près le maximum. Et là, il a pris quelque chose qui était plus dur. Il est allé, puis il a suivi un cours de bricoleur. Fait que ça répondait mieux à l'aspect de ses bras, à sa constitution. Il a fait ce cours-là. Je ne sais pas comment ça a duré longtemps, mais il n'y a pas plus bricolé de maison qu'il a coupé de cheveux. Et dans l'hiver suivant, il est venu dans la région ici. Il y avait déjà des personnes qu'il connaissait, des personnes qui venaient de son milieu d'origine, dans le coin de Rivière-du-Loup, qui étaient venus s'établir dans la région ici. Et puis, ces gens-là lui avaient vanté les terres de la région de Drummond. Fait que, il a passé le premier hiver, pas loin d'ici, là. On ne peut pas voir parce qu'il y a des bâtisses construites entre les deux. C'est un petit lot avec un vieux monsieur qui était déjà installé là depuis quelques années. Puis il a passé l'hiver avec lui. Puis l'été ensuite, il a commencé à cultiver avec lui, à aider le monsieur Castonguay à faire ses semences, ensuite surtout pour. Puis à l'automne, le monsieur Castonguay a décidé qu'il en avait assez de travailler, et qu'il a vendu à mon grand-père la petite ferme qu'il y avait là. C'est une ferme de 100 acres, mais je ne sais pas s'il y avait une dizaine d'acres de cultivés dans le temps. Puis là, il y avait un pied de terre, il était établi, il y avait une maison, il y avait une petite ferme. Dans la région de Drummond aussi, ça lui plaisait plus de venir s'installer. Puis en même temps, mais dans ce temps-là, les curés faisaient le tour il y avait la visite paroissiale toutes les années. En faisant la visite paroissiale, je ne sais pas si c'était lors de la visite officielle, mais lors d'une rencontre avec mon grand-père, il a vu qu'il était tout seul. Il approchait la trentaine. Il connaissait également une autre famille, la famille des Godbout, qui demeurait sur le Nichon. Puis eux autres, il y avait une fille qui était à peu près du même âge, peut-être un peu plus jeune. Fait que le curé a fait les arrangements. Il a fait en sorte que la fille rencontre le gars, puis le gars rencontre la fille. Ça n'a pas été long, ça a fini par un mariage. Et les fréquentations n'étaient pas longues dans ce temps-là. Fait qu'en 1903, mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés à Drummond. Puis ont élu domicile dans la petite maison de la ferme que mon grand-père avait achetée l'année précédente. Puis, nécessairement, les enfants ont commencé à venir. Ça a été le début d'une famille de 7 enfants qui ont tous été élevés dans cette petite ferme-là. Puis en 1916, là, il y avait déjà des enfants qui commençaient à pousser en âge, puis probablement en sagesse, puis avec toutes les qualités qu'on pouvait demander pour s'établir sur une ferme. Fait que là, mon grand-père a acheté la ferme sur laquelle on est présentement. Puis là, avec ses enfants, il a commencé à défricher. Ici, il y avait seulement 4-5 acres de défricher. La première année, en 1916-1917, ils ont construit la grange. Ça prenait une place pour les animaux.
la maison, mais il était au moyen de moyenner avec la petite maison qu'il y avait ici. Puis en 1918, la grange était à peu près terminée, ça fait qu'ils ont déménagé le troupeau ici. Mais ils demeuraient toujours dans la petite maison là-bas. En 1920, ils ont construit la maison. Puis là, ils ont continué à élever leur famille ici, en continuant à travailler sur la maison, continuant à travailler sur la grange, continuant à travailler sur les autres bâtisses, parce qu'il y avait besoin d'une multitude de bâtisses dans le temps. Il y avait une porcherie, il y avait une grainerie, il y avait une forge. Il y avait tout ce qu'il y avait besoin comme bâtisse, bien, ils les ont construits dans les premières années. Puis après, bien, on continuait à défricher la terre, puis à s'organiser pour que ce soit profitable, pour qu'ils puissent élever leur famille ici. Les autres familles qui sont venues s'établir dans la région, bien, ça procédait à peu près de la même façon. Je sais qu'il y en a un qui vienne voir les belles terres qu'il y avait dans la région pour que les autres soient tentés de venir s'établir ici. Puis c'est la façon qu'ils ont procédé pour occuper presque toute la place. Parce qu'au départ, ben, Drummond, ça avait été donné en terre aux colons. C'était pas des colons, c'était des anciens combattants, des personnes qui ont été embauchées des soldats qui étaient embauchés lors de la guerre de sécession là, pour établir les frontières. La guerre de sécession. Ouais. Qui établit les frontières là, entre le Maine et Jusqu'à établi le traité de Ashburton-Webster. C'est ça. Comme ça, toutes les terres avaient été cédées à des soldats de soldats, la milice. Ça a été cédé comme récompense aux soldats qui étaient établis à Grand-Sault, qui avaient établi résidence à Grand-Sault. Parce que les autres, leur métier, c'était de faire l'armée, la guerre. Il n'y avait plus de guerre à faire. Ça fait que le gouvernement du Nouveau-Brunswick leur a donné les terres pour qu'ils puissent s'établir sur des fermes. Ouais. Et ces gens-là, c'était bien des soldats. C'était des gens qui étaient capables de faire la guerre, de mener un bon combat. Ouais. Mais c'était pas nécessairement des personnes qui étaient intéressées par l'agriculture. Ils n'ont pas fait de vieux os en agriculture. Oh. Ils ont vendu les terres, puis les colons qui arrivaient du Québec, les autres étaient bien fiers de pouvoir avoir ces belles terres-là. Puis de pouvoir répondre en même temps aux exigences gouvernementales, parce que les exigences pour occuper les terres, les colons anglais devaient défricher un certain nombre d'arbres par année ou par 5 ans, ou je ne sais pas trop comment c'était établi, mais il fallait qu'ils défrichent la terre toutes les années pour qu'ils puissent en devenir éventuellement propriétaires. Quand ils avaient réussi à défricher 10 acres de terre, construire une maison, construire une grange, mais là, ils pouvaient devenir propriétaires officiels. Et la plupart ont fait ça, là, ils sont devenus propriétaires officiels pour pouvoir réussir à la vendre, pour pouvoir réussir à continuer à l'exploiter. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça que ça a fonctionné pour mon grand-père en partie. Mais lui, il a acheté une terre qui était déjà, il y avait déjà les 10 acres de défrichés quand il a commencé. Il n'y avait plus à répondre à des normes gouvernementales, mais tout simplement à répondre aux normes de la nature pour pouvoir réussir à survivre des sols qu'il y avait ici. C'est comme ça que mon grand-père se sont établis, puis ça a continué pour les autres générations. Mon père a continué avec la ferme. Moi, j'ai essayé de continuer. C'est drôle à dire, c'est moi qui ai peut-être moins fait de travail sur la ferme, mais j'ai été celui qui l'a appartenu le plus longtemps. Moi, j'ai appartenu à la ferme pendant 40 ans. Mon grand-père, je pense, a été 12 ou 13 ans, puis là, ben, c'était le temps qu'il passe le flambeau à l'autre génération. Puis mon père, ben, il est décédé à 61 ans. Il n'a pas eu le temps de l'exploiter au maximum. Ben, il a appartenu quand même pendant 25-30 ans. Puis pendant ces 40 années-là, qu'est-ce que vous faisiez Nous, on a continué ce que les autres générations avaient commencé à développer, un cheptel. Puis mon grand-père a commencé à faire la culture de la pomme de terre. Fait que mon père avait continué dans la même veine, puis moi puis Thérèse, on a continué dans cette veine-là aussi. On faisait, quand on a commencé, nous, c'était à la veille de l'établissement de McCain. Ça fait qu'on a fait des pommes de terre pour McCain pendant 25 ans. Puis on a continué à garder le troupeau pendant
Donc, on a gardé le troupeau jusqu'en 1989. Ça a été notre activité principale sur la ferme. OK. C'est Thérèse qui s'occupait de... C'est elle qui était la gérante des entreprises familiales. Ça fait qu'elle faisait l'organisation, puis l'organisation du travail sur la ferme pour que ça puisse continuer à fonctionner. Moi, j'ai été dans l'enseignement toute ma vie. Ça fait que j'ai bien aimé le temps qu'on avait à consacrer sur la ferme, mais ayant de l'enseignement à plein temps, ça coupait le temps pour faire des activités sur la ferme. On a continué à maintenir ça en bonne forme quand même. Puis, il y a un de nos fils qui est intéressé à ça, à prendre la relève. Puis, lui, depuis déjà une dizaine d'années avant qu'il décède, il avait pris la relève à son compte, pas mal. C'était lui qui gérait tout ça. Mais il y a déjà 6 ans, il est décédé. Ça fait que ça nous retombait sur le dos. Puis, à 70 ans, ça ne nous intéressait pas de continuer ce qu'on a vendu. Fait que c'est ça l'histoire de notre ferme ici. Les Thériault. Très rapidement, là, c'est l'histoire de nos grands-parents, de nos parents, puis la nôtre. Bien, merci beaucoup, M. Thériault.